Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette émission Docteur Campeau vous renseigne. Je suis le docteur Nathalie Campeau et pendant cette émission, je vais vous parler de votre flore intestinale ainsi que de parasites. La nouvelle frontière en médecine est l'étude de l'intestin. C'est en effet un sujet très à la mode. Les revues foisonnent d'articles sur la flore intestinale. On publie des livres dont le titre évoque l'intelligence de votre intestin, votre deuxième cerveau. Enfin, les tablettes de votre épicerie vous offrent plusieurs dizaines de marques de probiotiques. Jusqu'à maintenant, peu de chercheurs s'étaient penchés sur le rôle et la complexité des micro-organismes qui peuplent votre intestin. Mais de nouvelles recherches offrent des pistes surprenantes. Alors, nous avons choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui pour vous éclairer et vous faire entrevoir l'ampleur des révélations qui vont chambouler le monde de la médecine dans les prochaines années. Les habitants de notre intestin sont nombreux, et parmi ceux-ci, il y a des micro-organismes qui se comportent en parasites. Mais qu'est-ce que c'est un parasite? Un parasite, c'est un organisme vivant qui vit aux dépens d'un autre organisme qu'on appelle l'hôte. Les parasites peuvent être néfastes, c'est-à-dire que le parasite va détourner le métabolisme de l'hôte pour son bénéfice, et ce qui va rendre l'hôte malade ou même le tuer. Ou les parasites peuvent être aussi bénéfiques. Alors l'hôte et le parasite bénéficient de cet arrangement. Quand l'arrangement mutuel est bénéfique, on parle de symbiose. Symbiose, ça veut dire vivre ensemble. Alors il s'agit d'une association de deux êtres vivants dans laquelle chacun y tire un avantage, et cet avantage est souvent vital. Alors, je vais vous donner deux exemples de symbiose. Les arbres et les champignons sont un bon exemple de relation symbiotique bénéfique. Ce qui se passe, c'est que le champignon s'attache aux racines de l'arbre par leur mycélium. Le mycélium, c'est comme les racines microscopiques du champignon. Et ce qui en résulte, c'est que le champignon peut alors absorber le glucose directement dans la sève de l'arbre, et l'arbre en profite aussi à son tour parce que grâce au mycélium, il peut augmenter son absorption de minéraux qui se trouvent dans le sol, ce que l'arbre ne peut pas faire par lui-même en aussi grande quantité. C'est un exemple de relation gagnant-gagnant. Le champignon y gagne plus de sucre et l'arbre y gagne plus de minéraux. Un autre exemple de relation symbiotique sont les bactéries de notre intestin. Parmi les milliards de bactéries qui vivent dans notre intestin, la très grande majorité sont bénéfiques, voire même indispensables à notre survie. La majorité des bactéries intestinales se retrouvent dans le côlon et elles sont indispensables pour notre digestion des fibres, pour notre immunité et pour la sécrétion de certaines vitamines qui nous sont essentielles. Mais nous y reviendrons plus tard. Voyons maintenant quelques exemples de parasites néfastes. Premièrement, voyons l'exemple d'un parasite, un petit ver qu'on appelle un nématode, qui a la capacité de contrôler le cerveau de son hôte, qui est un criquet, et qui en change le comportement en le rendant suicidaire. Le nématode, lui, a besoin d'eau pour se reproduire. Alors, il va s'arranger pour que le criquet l'amène vers l'eau. Quand un criquet avale la larve du ver, et une larve c'est tout petit, alors le criquet s'en rend pas compte, la larve, une fois rendue dans l'intérieur du criquet, elle va se développer, devenir adulte, et elle va sécréter des protéines qui contrôlent le cerveau du criquet pour qu'il se jette dans l'eau. Alors, le criquet va chercher de l'eau partout, une rivière, une piscine, et va sauter dans l'eau. Le criquet va se noyer, et le ver va se sortir du criquet, et comme il est dans l'eau, il peut se multiplier. Mission accomplie. Plusieurs sortes de parasites ont la capacité de prendre le contrôle du cerveau de leur hôte. Non seulement des vers, mais il y a aussi des virus, des fungus, des levures, puis il y en a bien d'autres. Leur spécialité à ces parasites, c'est de détourner et de prendre contrôle de la volonté de leur hôte qui n'a plus le choix de ses comportements. Retenez bien ceci parce que nous y reviendrons plus tard sur la possibilité que certains de nos comportements soient dictés par des parasites. Dans la nature, ce phénomène de prise de contrôle est fréquent. Mais parce que les parasites passent la plus longue partie de leur vie cachés dans leurs hôtes, on ne les voit pas. Et ce n'est que récemment que les biologistes commencent seulement à les observer et à se rendre compte de l'étendue de leur action. Voyons maintenant un autre exemple de parasite qui prend le contrôle de son hôte.
Nous allons parler d'un protozoaire qui s'appelle le toxoplasme. Et cet organisme-là est un être monocellulaire, c'est-à-dire ce n'est qu'une seule cellule. Alors, ce protozoaire peut infecter plusieurs sortes de mammifères, y compris l'homme, mais il peut seulement se reproduire que dans un chat ou un autre félin. Alors, si par exemple, le toxoplasme infecte une souris, la souris va adopter un comportement très inhabituel. La souris devient amoureuse du chat. Elle est très attirée par le chat et elle court vers lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le chat la mange. Et il devient ainsi parasité par le toxoplasme qui peut enfin se reproduire. Ce qui est intéressant et hallucinant dans ce cas, c'est que le toxoplasme est un être monocellulaire, une seule cellule. Donc, un être très primitif. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'organes, et il est quand même capable de prendre le contrôle d'un être beaucoup plus évolué que lui, un mammifère. Et nous sommes des mammifères. Et bien que nous soyons plus intelligents qu'un chat, notre cerveau a le même genre de structure et des mêmes neurotransmetteurs qu'un chat. Étant donné la fréquence de prise de contrôle par des parasites dans la nature, il serait très peu probable que l'espèce humaine soit la seule espèce qui ne soit pas sujette à ce phénomène de prise de contrôle par un parasite. Mais comment donc a commencé cette tendance à parasiter qu'on retrouve partout dans la nature? Les premiers organismes vivants sont apparus sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Et ces premiers organismes vivants étaient des cellules sans noyau et on les appelait des prokaryotes. Les bactéries font partie de cette catégorie. Leur ADN est distribué partout à l'intérieur de la cellule et il n'y a pas de noyau spécifique. Ces bactéries vivaient dans des conditions extrêmes de température et d'environnement gazeux, mais ce sont quand même les ancêtres des bactéries qui vivent présentement dans notre intestin. Plus tard, avec les années, sont apparus des êtres unicellulaires qui avaient pris l'habitude de confiner leur ADN dans un noyau. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que ces premières cellules connaissaient déjà le phénomène de la symbiose. En effet, ces cellules avec un noyau contenaient des petites structures à l'intérieur, dont les fameuses mitochondries, et les mitochondries, ça sert à produire de l'énergie. Or, les savants pensent que ces mitochondries, ce sont en fait d'anciennes bactéries qui avaient été incorporées à l'intérieur de la cellule. C'est donc un phénomène de parasite bénéfique. Le phénomène du parasitage est donc un phénomène primordial pour l'évolution. Il s'agit de construire de nouveaux organismes non pas à partir de la passe blanche, mais en y incorporant des structures préalablement reconnues comme efficaces. Plus tard dans l'évolution, les cellules se sont combinées, elles se sont spécialisées et sont devenues des organismes de plus en plus complexes. Il y a eu d'abord les algues, puis les plantes, les poissons, les oiseaux, les mammifères et enfin l'homme. Et toujours, le parasitage a servi de mécanisme d'évolution. On pourrait même dire que les bactéries primitives ont évolué en espèces de plus en plus complexes pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins en parasitant de façon de plus en plus sophistiquée. Est-ce que l'homme serait le dernier modèle de proie à parasiter par ces micro-organismes? Matière à réflexion, n'est-ce pas? Mais laissons de côté les parasites pour l'instant et tournons-nous vers les habitants de notre intestin appelés microbiote ou flore intestinale. Mais qu'est-ce que la flore intestinale? La flore intestinale est un ensemble de micro-organismes qui habitent dans notre tube digestif. Il n'y a pas seulement des bactéries, il y a aussi des êtres unicellulaires, comme les protozoaires qu'on a vus plus tôt, il y a des champignons microscopiques, il y a des virus et d'autres. Il y en a des milliers de milliards. Elles sont 10 fois plus nombreuses que la totalité des cellules qui constituent notre corps. Il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Souvent, l'idée semble repoussante parce que nous avons l'habitude de considérer les bactéries comme des ennemis à éliminer. Pourtant, la flore intestinale qui habite notre corps est très importante et même indispensable à notre existence. Nous avons avec elle une relation symbiotique bénéfique. Une des façons de maintenir un équilibre sain entre les bonnes bactéries et celles qui sont nuisibles pour la santé est de manger des bonnes bactéries. C'est ce qu'on appelle les probiotiques. Ce sont différents mélanges de cultures bactériennes et d'autres micro-organismes vivants incorporés à certains aliments.
Par exemple, le yogourt, qui est du lait ensemencé avec des lactobacilles. Le kéfir est semblable, mais il y a une plus grande variété de micro-organismes. Le kombucha est au thé ce que le kéfir est au lait, c'est-à-dire c'est un breuvage fermenté à base de thé. Il y a aussi toute la variété des légumes lacto-fermentés, comme la choucroute et les autres légumes racines. L'idée de maintenir la flore intestinale en bonne santé en ingérant des bons microbes est une excellente idée, mais la technique n'est pas encore au point tout à fait. Voici quelques-uns des problèmes qu'il faudrait d'abord résoudre. Premièrement, les probiotiques, qui sont des cellules vivantes, sont détruites en grande partie par l'acidité de l'estomac et elles doivent de plus traverser tout le petit intestin avant de se rendre dans le côlon, là où elles sont le plus efficaces. Il faudrait donc idéalement penser à une autre façon d'introduire ces micro-organismes directement dans le côlon. Deuxièmement, les chercheurs n'ont pas encore identifié quelles souches de bactéries ou les combinaisons de bactéries qui seraient les plus efficaces. Il y a donc beaucoup de recherches à faire dans ce domaine aussi. Et troisièmement, il y a tellement de variables d'une personne à l'autre et d'une région du globe à l'autre qu'il ne semble pas y avoir de recette qui marche pour tout le monde. Après les probiotiques, abordons maintenant le sujet très à la mode de l'intelligence de l'intestin. Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'intelligence de l'intestin? D'abord, les parois de l'intestin sont tapissées d'un réseau de nerfs qui servent à coordonner les contractions de l'intestin, qu'on appelle le péristaltisme, et qui servent aussi à communiquer des informations aux autres parties de l'intestin et aux autres organes. Ces neurones dans la paroi de l'intestin sécrètent des hormones et des neurotransmetteurs, dont en particulier de la sérotonine. Savez-vous que la moitié de la sérotonine produite par l'organisme l'est par l'intestin et qu'il est particulièrement intéressant de noter que la sérotonine est une hormone impliquée dans la sensation de faim ou de satiété. Mais les activités de l'intestin sont sous l'emprise du système nerveux autonome. Elles sont inconscientes et ne sont pas sous le contrôle du néocortex. Il est donc presque impossible de contrôler son intestin avec sa volonté. L'intestin est sous les contrôles de sa propre intelligence et agit par réflexe indépendamment de notre cerveau conscient. En terminant, je voudrais vous faire part de recherches récentes qui vont vous ouvrir les yeux sur les possibilités insoupçonnées de votre flore intestinale. La première étude dont je voudrais vous parler est une étude qui a porté sur des rats qui changent de comportement. On peut, en laboratoire, sélectionner génétiquement des rats dits agressifs et d'autres rats qui sont doux, indolents. Alors, on a pris des selles des rats agressifs et on les a injectés sous forme de lavement directement dans le côlon des rats indolents. Et, aux surprises, les rats indolents sont devenus agressifs. Puis, on a fait l'inverse et les rats agressifs sont devenus indolents. Il y a donc quelque chose dans le contenu intestinal qui a la capacité de changer le comportement. Chez les humains, il commence à y avoir des recherches effectuées sur la modification de la flore intestinale dans le traitement de l'obésité. Et une chose a été notée, les personnes obèses ont une flore intestinale différente des personnes minces. Alors voici ce qu'est l'hypothèse de recherche sur l'obésité. Si les micro-organismes de l'intestin ont le pouvoir de modifier les comportements, et si les neurones de l'intestin sont capables de sécréter de la sérotonine qui affecte notre sensation de faim ou de satiété, peut-on identifier des micro-organismes qui aideraient ceux qui mangent trop à changer leur comportement alimentaire? Serait-il envisageable que nous, les humains, soyons victimes de parasites néfastes qui prennent le contrôle de notre volonté de façon inconsciente et qui réclament du sucre et autres aliments qui nous font prendre du poids? N'y aurait-il pas une façon de se débarrasser de ces parasites et de rétablir une relation saine avec des aliments qui ne soient pas dictés par une volonté extérieure? Cette approche parasitaire au traitement de l'obésité est prometteuse et désespérément attendue parce qu'à date, la médecine n'offre que des résultats très décevants avec un succès thérapeutique de 0,5% en ce qui a trait à l'obésité. Est-ce que la science va un jour trouver une approche efficace au traitement de l'obésité? Intervenir sur la flore intestinale est une de ces voies prometteuses. Cette émission arrive maintenant à son terme et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui portera sur la thérapie par la lumière. Alors, c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine!